24 septembre 1960. Figure-toi que je croyais perdre Louis. Mais je m'aperçois que je n'entends pas, parce que je suis ailleurs. Juste maintenant, j'ai fait une petite concentration et je me suis branché sur ta voix. Et il n'y a pas un mot qui m'ait échappé. C'est devenu clair, absolument clair. Généralement, je ne suis pas là. Et il y a des gens que j'entends, d'autres que je n'entends pas. Mais je ne croyais pas que cela dépendait de cela. Je croyais que je perdais Louis. Mais à l'instant, j'ai tout arrêté, tout, fait une concentration et branché. C'est devenu si clair. Au fond, ce doit être la même chose pour mes yeux. De temps en temps, je vois admirablement, et de temps en temps, c'est flou. Et ce doit être pour la même raison. Probablement, il faut que j'apprenne à me concentrer. Oui, tu peux rire. Me concentrer sur ce que je fais. Pas me concentrer dedans. Justement, je suis un peu trop concentrée. « 2 octobre 1960. Manuscrit de mère. Ce texte constituera le message de l'année 1961. Ce monde merveilleux de félicité qui, à nos portes, attend notre appel pour descendre sur la terre. Signé Mère. Ce monde de félicité, au-dessus de nous, attend. Pas que nous soyons prêts, mais que nous voulions bien, que nous condescendions à le recevoir. C'est cela que je regarde sur cette photo. Au fond, c'est cela que je tire. Il s'agit de la photo de mère qui accompagnera son message pour l'année 1961. Mes nuits contiennent beaucoup de choses. Alors, je ne fais pas toujours le travail qu'il faut pour me souvenir. Ça prend beaucoup de temps. Parfois, je me lève la nuit et je reste là, à me souvenir exactement de tout ce qui s'est passé avant. Et cela prend quelquefois une demi-heure. Et comme il y a encore du travail urgent qui appelle, je ne prends pas le temps de me souvenir. Et ça s'efface. Et puis, tu comprends, on pourrait écrire des volumes à ce compte-là. Mais au point de vue documentaire, les nuits deviennent très intéressantes. Justement, dans le Yoga of Self-Perfection, Sri Aurobindo décrit cet état auquel on arrive où toutes les choses prennent un sens et ont une valeur intérieure de signification, d'éclaircissement sur des points et d'aide. À ce point de vue, mes nuits sont devenues extraordinaires. Je vois infiniment plus de choses que je n'en voyais avant. Avant, c'était très limité à un contact personnel avec les gens. Maintenant, et alors, dans mes nuits, chaque chose, chaque personne a l'apparence, le geste, le mot, l'action qui décrit exactement la condition dans laquelle elle se trouve. Ça devient intéressant. Naturellement, j'aime beaucoup mieux quand je suis dans mes grands courants de force. Ça, c'est personnellement beaucoup plus intéressant, ces immensités d'action. Mais ces choses documentaires ont de la valeur aussi. C'est tellement différent des rêves et même des visions que l'on a quand on entre dans certains domaines représentatifs intellectuels, ce que j'avais avant. C'est tellement différent. Ça a un autre contenu, une autre vie. Ça porte en soi sa lumière, sa compréhension, son explication. On voit et c'est tout expliqué. Cela me donne toujours l'impression que je me resserre un peu. Mais c'est intéressant. Et c'est utile parce que je suis tout le temps à bouger avec les gens, à faire des choses. Ça me donne l'indication de ce qu'il faut dire à chacun, de ce qu'il faut faire. C'est utile.
mais ça n'a pas l'ampleur et la joie du grand mouvement de force plus impersonnel. Avant de me coucher, je me dis parfois « Je vais faire ce qu'il faut, parce qu'il y a le moyen, n'est-ce pas, pour passer ma nuit comme cela, dans ces grands courants de force. » Et puis je pense « Oh, comme tu es égoïste, ma fille !» Et alors, quelquefois ça vient, quelquefois ça ne vient pas. Quand il y a quelque chose d'important à faire, ça ne vient pas. Mais il suffirait que je fasse une certaine concentration avant de m'endormir pour passer toute la nuit comme cela, dans cette... Mais alors, très loin d'ici, très loin. Je ne peux pas dire très loin de la Terre, non, parce que certainement c'est la zone intermédiaire entre les forces d'en haut et l'atmosphère terrestre. En tout cas, c'est principalement cela. C'est aussi un grand courant universel, mais c'est principalement ce qui descend et vient sur la Terre. Et alors, tout le temps, ça pénètre dans l'atmosphère terrestre. Et il y a cette vision générale. Ça fait des nuits merveilleuses. Je ne m'occupe plus du tout des gens. Enfin, pas de cette façon-là, d'une façon plus impersonnelle. Silence. Toute ma vie, j'ai été harcelée par quelque chose qui ressemble au sentiment du devoir, sans sa stupidité. Sri Aurobindo m'avait dit que c'était un censeur, que j'en avais un avec moi, qui était considérable, et qui était tout le temps à me dire « Non, ce n'est pas comme cela, ça doit être comme ceci et comme cela. Ah non, tu as tort de faire cela. Oh, fais attention, ne sois pas égoïste. Fais attention, sois ceci, sois cela. » Il avait raison, mais je l'ai renvoyé il y a longtemps. Ou plutôt, c'est Sri Aurobindo qui l'a renvoyé. Mais il me reste cette habitude, n'est-ce pas, de pas faire la chose plaisante. Faire ce qui doit être fait. Que ce soit plaisant ou non, n'a aucune importance. Ça aussi, Sri Aurobindo me l'avait expliqué. Je lui disais, oui, vous dites toujours la joie de la vie, n'est-ce pas? La vie pour sa joie. Moi, dès que j'ai eu la notion qu'on m'a mise en présence du Suprême, alors ça a été. Pour toi, exclusivement ce que tu veux. Et tu es la seule, l'unique, l'exclusive raison d'être. Et ça, c'est resté. Et c'est tellement fort que quand, n'est-ce pas, maintenant, j'ai en abondance l'extase, l'ananda, tout vient. Mais même cela, même quand c'est cela, j'ai toujours quelque chose qui se tourne vers le Seigneur et qui dit « Est-ce que c'est vraiment pour ton service? Ce que tu attends de moi? Ce que tu veux de moi? » Mais cela m'a protégée de toutes les recherches du plaisir dans la vie. Ça a été une merveilleuse protection. Parce que le plaisir me paraissait tellement inutile. Inutile, oui. C'est pour votre satisfaction personnelle. Plus tard, j'ai même compris que c'était idiot, parce que ça ne satisfaisait pas. Mais quand on est tout petit, on ne sait pas encore. Mais ça ne me plaisait pas. Non, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça sert à quelque chose? Et pour la nuit, cette attitude m'est restée. N'est-ce pas, il y a cet élargissement de la conscience, cette impersonnalisation, cette joie merveilleuse d'être en dehors de tout ça. Mais en même temps, il y a je suis dans ce corps, sur cette terre, pour faire quelque chose. Faut pas oublier. Et c'est ça que je dois faire. Mais probablement j'ai tort. J'attends que le Seigneur me le dise clairement. Mais quand je dis cela, je le vois toujours qui sourit. Mais un sourire. C'est très gentil le sourire. Ça vous encourage plutôt que ça ne vous guérit. Lettre de Satprem à Mère. Pondichéry, 2 octobre 1960.
dimanche soir. Douce mère, je suis restée préoccupée par la traduction du message, comme si ce n'était pas pleinement satisfaisant. Et puis une autre possibilité s'est présentée, qui est peut-être meilleure. Voici. Ce monde merveilleux de félicité, à nos portes, qui attend notre appel pour descendre sur la terre. Ainsi, on garde le mot « appel » qui est fort. Il suffisait de déplacer le relatif. Tu avais traduit tout d'abord « qui, à nos portes, attend notre appel ». Je ne sais pas, c'est peut-être plus incisif ainsi. Ton enfant avec amour, signé Satprem. Carte réponse de mère. Lundi matin. Oui, mon cher petit, c'est beaucoup mieux ainsi. Cela fait de la poésie. Il manque un point d'exclamation un peu moqueur. Le mot était accompagné d'une fleur. Aristocratie de la beauté. Avec toute ma tendresse, signé mère. 8 octobre 1960. Quand je lis cette synthèse des yogas, il y a des moments où je sens si bien qu'il a mis ce mot-là, à cette place-là, et que ça ne pouvait pas être ailleurs. C'est cela qui fait la difficulté de la traduction. Parce que la place qui est nécessaire dans l'anglais n'est pas la même que dans le français. La place de l'adverbe, par exemple, en anglais, est d'une importance capitale pour la précision du sens. En français aussi, mais généralement ce n'est pas la même. Si encore c'était exactement le contraire de l'anglais, ce serait bien facile. Mais ce n'est pas exactement le contraire. C'est comme l'ordre des mots quand il y a une série de qualificatifs ou une énumération. En anglais, généralement, le mot le plus important vient en premier, et on finit par le moins important. En français, c'est généralement le contraire, mais ça ne marche pas toujours. Le génie de la langue n'est pas le même. Il y a toujours quelque chose qui échappe. Et c'est certainement pour cela que les révélations, ce que Sri Aurobindo appelle des révélations, me viennent tantôt dans une langue, tantôt dans une autre. Et cela ne dépend pas de l'état de conscience dans lequel on se trouve. Cela dépend de ce qui doit être dit. Et probablement, si nous avions une langue plus parfaite, les révélations seraient plus exactes. Notre langue est pauvre. Le sanskrit était mieux. Le sanskrit est une langue beaucoup plus complète et beaucoup plus subtile. Alors, c'était probablement beaucoup mieux. Mais ces langues modernes sont tellement artificielles. Je veux dire superficielles, intellectuelles. Ça coupe en petits morceaux et ça enlève la lumière qui est derrière. J'ai lu aussi On de Veda, le secret du Veda. Et Sri Aurobindo y parle de la différence entre l'esprit moderne et l'esprit ancien. Et c'est très clair au point de vue linguistique, justement. Certainement, le sanskrit était beaucoup plus fluide et un meilleur instrument pour une lumière plus globale, une lumière plus compréhensive, qui contient plus de choses en soi. Là, dans ces langues modernes, c'est comme si ça passait à travers un tamis et tout se divise en petits morceaux. Alors il faut faire le travail de remettre les choses ensemble. Et on en perd toujours. Mais je doute même que l'esprit moderne, construit comme il l'est maintenant, puisse savoir le sanskrit de cette façon-là. Je crois qu'il découpe le sanskrit aussi, par habitude. Il faut une nouvelle langue. Faire une nouvelle langue. Pas un espéranto quelconque. Des sons qui jaillissent de là-haut. Il faut capter le son. Il doit y avoir un son qui est à l'origine des langues. Et alors pouvoir le saisir et le projeter. Faire vibrer, n'est-ce pas? Ça ne vibre pas de la même façon là-haut et ici. Ce serait un travail intéressant.
que les mots aient du pouvoir expressif. Oui, qu'ils portent le sens en eux-mêmes.